Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La surprise et la joie des électeurs de gauche, la très grosse déception des partisans du RN et le soulagement du camp macroniste. Au lendemain du second tour des élections législatives du dimanche 7 juillet, la nouvelle Assemblée nationale se compose de 3 blocs au coude à coude et sans majorité claire. L'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, arrivée en tête lors de ce scrutin, compte plus de 170 élus selon les dernières projections. L'ex-majorité présidentielle termine deuxième avec environ 155 sièges, suivi du Rassemblement national et de ses alliés, arrivés en tête au premier tour et qui devraient finalement en obtenir 143. Les élus, les Républicains, qui ne s'étaient pas alliés avec l'extrême droite, conservent une cinquantaine de députés. Le Premier ministre Gabriel Attal a remis ce lundi 8 juillet sa démission au président de la République. Emmanuel Macron lui demande de rester à son poste le temps de nommer un nouveau Premier ministre. Code Source revient sur la campagne de l'entre-deux-tours des législatives et les résultats de ce scrutin avec 3 journalistes du service politique du Parisien, Marion Mourgue et Valérie Acco, les chefs adjointes de ce service, et Quentin Laurent en charge de la droite et de l'extrême droite. 3, 2, 1... Il est 20h, c'est le Nouveau Front Populaire qui obtient le plus de sièges dans nos... Marion Mourgue, la première chose que l'on peut dire en quelques mots, c'est que le second tour des élections législatives a déjoué un grand nombre de pronostics. Oui, le résultat de 20h était une surprise pour beaucoup de Français. On a eu 3 blocs qui ont émergé assez vite et de manière presque équivalente. Le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, suite au désistement, suite au triangulaire qu'il y a eu dans l'entre-deux tours. Et donc le Rassemblement national, qu'on imaginait avoir une majorité relative, est arrivé en 3e position, même si en nombre de voix, le Rassemblement national est devant. On va revenir dans cet épisode sur le déroulé de la soirée électorale de ce second tour, mais d'abord, pour bien comprendre ces résultats, il faut rappeler en résumé ce qu'il s'est passé pendant cette campagne d'entre-deux tours. Elle commence le dimanche 30 juin, premier tour des législatives, il est 20h. Les premières estimations des résultats attribuent au Rassemblement national et à ses alliés plus de 33% des voix, suivi par l'Alliance du Nouveau Front Populaire, les partis de gauche à 28%, et en 3e position, le camp présidentiel, un peu plus de 20%. Quentin Laurent, c'est un premier tour historique ce soir-là pour le RN. C'est historique parce que le parti de Jordan Bardella fait à ce moment-là plus que doubler son score en nombre de voix par rapport aux législatives de 2022, donc c'est déjà énorme pour eux, et ça veut aussi dire qu'ils ont réussi le pari de la mobilisation de leurs électeurs suite aux élections européennes. Le chiffre qui n'est pas anodin, c'est que avec ce premier tour de législative, ils envoient déjà 37 députés élus au premier tour, et ça s'est jamais vu. Le soir même, le président du RN, Jordan Bardella, prend la parole et il lance un appel aux électeurs pour obtenir une majorité absolue au second tour. Moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue et donc je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République. Il espère en fait être nommé Premier ministre. Est-ce que c'est un scénario possible à ce moment-là ? Alors, statistiquement, c'est possible puisque le RN va être qualifié dans à peu près 400 seconds tours, ce qui est énorme. La majorité absolue, elle est à 289. Donc, statistiquement, c'est possible. Dans les faits, quand on regarde les rapports de force de plus près, on voit bien déjà que ça sera très compliqué. Il faut aussi rappeler que Jordan Bardella l'a dit dès le lendemain des européennes, s'il n'a pas la majorité absolue, il refusera d'aller à Matignon. Parce que ce qu'ils disent, c'est que sans majorité absolue, ils n'ont pas les moyens d'appliquer leur politique. Au lendemain de ce résultat, quelle est la stratégie qui se dessine pour le RN en vue du second tour ? Jordan Bardella veut continuer à prendre Jean-Luc Mélenchon comme épouvantail de la gauche pour effrayer les électeurs et faire en sorte qu'il y ait un maximum d'électeurs de la droite ou du centre qui, surtout, ne reportent pas leur voix sur la gauche au deuxième tour quand ils sont face à un Rassemblement national pour pouvoir espérer, de son côté, avoir le plus de chances d'avoir des députés RN. Tous les partis du Nouveau Front Populaire appellent à faire barrage aux candidats du Rassemblement national qui sont qualifiés pour le second tour. Valérie Acco, du côté du camp présidentiel qui perd tout espoir d'obtenir la majorité, quel est le mot d'ordre ?
on semblait plutôt s'orienter vers un ni-ni, c'est-à-dire n'appeler à voter ni pour le Rassemblement national, ni pour LFI, la France insoumise, parce que pendant toute cette période de campagne, Emmanuel Macron mettait sur un même pied et le Rassemblement national et la France insoumise. Gabriel Attal, lui, clarifie la position après le premier tour. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Et il lui explique que dans une circonscription, s'il y a un risque que le Rassemblement national l'emporte, il incite ses électeurs à voter même pour un candidat LFI, parce que le vrai danger, selon Gabriel Attal, c'est le Rassemblement national. Emmanuel Macron change aussi de pied dans cette semaine qui précède le second tour. Il déclare que celui qui a un risque d'accéder au pouvoir, c'est le Rassemblement national, donc c'est le Rassemblement national qu'il faut arrêter. Sous-entendu, même si ça passe par un bulletin LFI, c'est pas grave, et ensuite on verra ce qui se passera. Mais dans ce même camp présidentiel, plusieurs personnalités de poids s'expriment à leur tour. Elles refusent d'appeler au vote sans condition pour le nouveau Front populaire en cas de duel avec le RN. Expliquez-nous ça. Directement, Gérald Darmanin réagit en disant que lui, ce sera ni le RN ni LFI, ça c'est hors de question. Quelques jours plus tôt, c'était Bruno Le Maire qui était exactement sur cette même position. Je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Bref, le nini traverse aussi au sein de la majorité. Quant à Laurent, dans les jours qui suivent le premier tour des législatives, plusieurs candidats RN en position d'être élus dans leur circonscription sont pointés du doigt pour leurs déclarations ou leurs actions passées. Oui, c'est vrai que le fait que ces candidats, ici ou là, soient au second tour, ça met davantage la lumière sur qui ils sont et souvent sur leur passé. Et c'est vrai qu'on découvre à ce moment-là qu'il y en a un certain nombre qui ont pu, par le passé, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur leur blog ou même en fait dans les médias, tenir des propos à caractère xénophobe, à caractère antisémite. On découvre qu'un chef d'entreprise potentiellement pourrait devenir sous curatelle. Ou alors il y a cet exemple assez incroyable de Ludivine Daoudi dans le Calvados, qui s'est prise en photo avec une casquette nazie. Ça a évidemment fait polémique et elle a d'elle-même démissionné tout de suite. Comment se défend le parti, le RN, qui se voit reprocher d'avoir investi ces candidats-là ? Jordan Bardella essaie de mettre la poussière sous le tapis, il essaie de minimiser ce qui serait des brebis galeuses, des cas isolés. Qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 brebis galeuses dans une organisation humaine, dans un mouvement politique, comme dans tous les mouvements politiques, Bardella, on va faire arriver. la liste. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même un nombre important de candidats RN qui donc créent ces polémiques-là, alors que le parti essaie de donner une image de respectabilité, de voir ressortir des candidats qui, eux, parfois tiennent des propos xénophobes, antisémites et racistes. Valérie Acco, face au Rassemblement national, tous les partis, des Républicains à ceux du Nouveau Front populaire, appellent leurs candidats qualifiés au second tour à se désister s'ils ne sont pas arrivés en première ou en deuxième position. Disons que la gauche est excessivement claire là-dessus dès le début, dès dimanche soir. La consigne, elle est passée et elle est respectée. C'est tout candidat du Nouveau Front populaire qui arrive en 3e position où le Rassemblement national est en tête ou peut représenter une menace, se désiste. Par exemple, dans le Calvados, dans la circonscription d'Elisabeth Borne, le candidat du Nouveau Front populaire, qui est un candidat LFI, se désiste en faveur d'Elisabeth Borne. Ce qui veut dire qu'il va dire à ses électeurs de voter pour l'architecte de la réforme des retraites. Donc beaucoup d'électeurs LFI qui ont manifesté contre la réforme des retraites vont voter pour la femme qui a passé la réforme des retraites au 49.3. Donc ça, c'est rigolo. C'est même cas de figure à Tourcoing chez Gérald Darmanin, l'architecte de la loi immigration, qui n'était pas exactement la tasse de thé de la gauche. La gauche est très très claire là-dessus. Côté macroniste, c'est un petit peu plus flou. La consigne est quand même passée de se désister. Mais certains se font tirer l'oreille. C'est notamment le cas de la ministre Dominique Faure, qui voulait pas se désister et qui a fini par le faire, mais sous pression. Donc ça coule un petit peu moins de sources chez les macronistes, mais le mouvement s'opère quand même, et d'une manière assez large. Les candidats qualifiés pour le second tour ont jusqu'au mardi 2 juillet pour dire s'ils restent ou non dans la course. Ce jour-là, à 18h, on connaît donc tous les candidats encore en lice. Valérie Acco, au total, combien de personnes se sont désistées ? Il y a eu 220 candidats qui ont décidé de se désister. Dans le détail, il y en a eu majoritairement du Nouveau Front populaire. Ils sont 130 à s'être désistés. En deuxième, ce sont les macronistes. Ils sont 80. Pour la petite histoire, il y a aussi 4 candidats Rassemblement national qui se sont désistés pour éviter une victoire de la gauche. C'est notamment le cas dans le Val d'Oise. C'est un petit peu dans toutes les familles politiques.
Et donc cette stratégie du Front républicain, elle semble fonctionner à ce moment-là ? En tout cas, elle fonctionne du point de vue des appareils politiques, parce que les désistements, ça c'est la décision des appareils politiques, les candidats suivent, donc ça, mécaniquement, ça réduit les chances du Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. La question c'est, est-ce que les électeurs sont toujours aussi sensibles à cet argument du Front républicain ? En 2002, ça a effectivement très bien fonctionné, Jacques Chirac élu avec près de 84% des voix face à Jean-Marie Le Pen, mais au fil des ans, il y a une certaine lassitude des électeurs à l'égard de ce Front républicain. Il est quand même un petit peu fatigué concrètement. Quentin Laurent, comment réagissent Jordan Bardella, Marine Le Pen et plus largement le parti, le RN, face à tous ces désistements, ce Front républicain qui est en train de se constituer ? Ils vont essayer de retourner la situation en disant que le Front républicain, c'est eux. Ils vont tout faire pour dénoncer ce qu'ils vont dépeindre comme une alliance de Macron et de la France insoumise. C'est largement exagéré, mais ils insistent là-dessus pour justement essayer de convaincre que le vote de raison, le vote rassurant, c'est eux et non pas tous ces candidats qui appellent à faire barrage. Pendant ce temps-là, Quentin Laurent, comment les candidats, les Républicains, ceux qui n'avaient pas suivi leur chef Éric Ciotti et qui ne s'étaient pas ralliés au RN, manœuvrent pour faire campagne en vue du second tour ? Alors eux, au contraire, ils sont très discrets parce que les Républicains savent qu'ils n'ont pas de vague qui les porte au niveau national, donc ils jouent l'ancrage, ils jouent le local, ils jouent la connaissance de leur circonscription et ils sont du matin au soir sur les marchés, sur du porte-à-porte, sur des réunions publiques pour essayer de convaincre localement les gens qu'il faut les réélire parce que c'est eux qui vraiment connaissent leur territoire et qui peuvent les défendre. Valérie Acot, à gauche, certains candidats, comme la chef des écologistes Marine Tondelier, estiment qu'il faut, je cite, « se montrer prêt à gouverner si le RN n'obtient pas la majorité absolue ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Marine Tondelier réfléchit, comme certains au sein de la majorité, à un gouvernement de coalition. En France, c'est pas du tout la tradition, mais c'est en gros des personnalités qui vont être des ministres et qui sont issus de différents partis politiques. Et là, l'idée, ce serait d'avoir une grande coalition qui part de LR modéré jusqu'à des partis de gauche, type socialiste, écologiste. Dans cette coalition, il n'y aura pas la France insoumise parce qu'elle a déjà fermé la porte. Manuel Bompard, le coordinateur de LFI, a fait savoir très peu de temps après que Marine Tondelier ait évoqué cette piste que pour la France insoumise, c'était on applique notre programme ou sinon on n'y va pas. Donc clairement, c'est pas possible de faire une coalition dans ce cas de figure. Donc ça paraît quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Dans moins d'une minute maintenant, nous serons en mesure de vous donner ces résultats du second tour pour les élections législatives anticipées. On en vient au soir du second tour des législatives. Le dimanche 7 juillet, à 20h, les premiers résultats sont dévoilés. Aucune majorité absolue ne semble se dessiner à l'Assemblée. Et le nouveau Front populaire se place à la surprise générale en tête de ce scrutin. Et c'est une très grosse surprise qui s'affiche sur vos écrans. Vous le voyez, le nouveau Front populaire vire en tête 172 à 192 sièges dans la future Assemblée. Quelques minutes plus tard, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas candidat, s'exprime en premier sur ce qu'il considère comme une victoire de la gauche. Marion Mourgue, que dit-il en résumé ? Jean-Luc Mélenchon revendique la victoire et très habilement, il parle le premier dès 20h05. Dans ce type de soirée, celui qui parle le premier prend un avantage. Un avantage par rapport aux autres blocs, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon revendique la victoire de la gauche, et un avantage par rapport aux autres formations politiques. Très vite, Jean-Luc Mélenchon dit non à toute coalition avec la majorité présidentielle. Donc c'est une manière de fermer la porte à ce qui aurait pu se nouer, à se créer un gouvernement qui aurait pu prendre quelques écologistes, quelques socialistes. Ça, Jean-Luc Mélenchon dit non, et c'est une manière de dire à ces autres formations politiques, si vous y allez, vous serez tout seul. En gros, il n'est pas question de s'allier, même si à ce moment-là, on pressent que le nouveau Front populaire ne sera pas en majorité absolue à l'Assemblée. Oui, c'est une manière de dire à Emmanuel Macron, la gauche peut gouverner, mais elle gouvernera à ses conditions. C'est en tout cas ce qu'il met sur la table. Et c'est aussi une manière de clore les chapitres de l'entre-deux tours, où certaines voix, comme Marine Tondelier, avaient dit on peut être amené à gouverner, on peut être amené à faire des choses qui ne sont pas exactement notre programme, mais il faut s'entendre entre gens raisonnables. Jean-Luc Mélenchon a préempté la victoire et a préempté la position de toute la gauche.
Aux alentours de 20h30, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'exprime à son tour depuis le parc Floral dans le 12e arrondissement de Paris. Il est comment lorsqu'il prend la parole ? Jordan Bardella, à l'annonce des résultats, apparaît la mine un peu défaite. C'est-à-dire que le Rassemblement national y a cru d'abord à une majorité absolue, a cru ensuite à une majorité relative forte qui pouvait l'amener à Matignon. Jordan Bardella avait déjà réfléchi à son gouvernement, il avait déjà discuté avec certains de la répartition des gros postes. Donc c'était une déception, et puis c'était aussi quelque part une incompréhension. C'est-à-dire qu'en termes de voix, le Rassemblement national engrange près de 10 millions de suffrages, ce qui est un record historique pour le Rassemblement national, mais ça n'a pas suffi pour pouvoir l'emporter. Et donc c'est tout ça qui s'est passé dimanche soir. Le Rassemblement national paye évidemment ce que Jordan Bardella a appelé les brebis galeuses, c'est-à-dire ces candidatures qui tenaient des propos racistes, qui n'étaient pas solides sur le fond, et puis les revirements de programme. Et ça, les Français n'en ont pas voulu. En quelques mots, dans son discours, il semble accuser les deux autres gros blocs, le camp présidentiel et le nouveau Front populaire, d'avoir en quelque sorte volé l'élection. Oui, c'est un élément de langage qui est très vite véhiculé par le Rassemblement national. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. C'est une manière de dire, c'est pas totalement notre défaite. Finalement, les autres blocs se sont entendus sur notre dos, donc on aurait pu gagner, on aurait dû gagner. Peu après 21h, le Premier ministre, Gabriel Attal, s'avance pour réagir à son tour depuis la cour de Matignon. Grâce à la force de nos valeurs, nous avons tenu. Et nous sommes debout, avec 3 fois plus de députés que ce que donnaient certaines estimations au début de cette campagne. Quelle est son attitude devant les caméras ? Gabriel Attal a à la fois une position d'homme d'État, c'est-à-dire de celui qui comprend la gravité de la situation, et aussi une émancipation à l'égard d'Emmanuel Macron, qu'on a senti dès le soir du premier tour, puisqu'il n'avait pas compris la décision de la dissolution. Et désormais, on comprend que Gabriel Attal est à son compte et qu'il n'entend plus être dans le sillon d'Emmanuel Macron. Il semble plutôt déçu de ce score ou satisfait du résultat du camp présidentiel qui a réussi à conserver un bon nombre de députés, en tout cas plus que prévu. Gabriel Attal est plutôt assez satisfait du résultat. Il est persuadé que son engagement dans la campagne, puisqu'il a fait un certain nombre de déplacements, il a été voir les candidats, a joué. Il est assez populaire, le Premier ministre. C'est sa photo qui était sur l'affiche des candidats. Et donc, il juge que c'est aussi sa réussite d'avoir sauvé un gros groupe pour la majorité présidentielle, alors que les sondages la donnaient largement perdante. Emmanuel Macron, de son côté, n'a pas souhaité prendre publiquement la parole ce soir-là. Est-ce qu'on connaît la réaction du chef de l'État face aux résultats de ce second tour ? Dimanche soir, c'était plutôt la satisfaction à l'Élysée. L'idée que finalement, la dissolution n'était pas une si mauvaise idée. Emmanuel Macron en était persuadé, mais il s'est dit « Ah bah tiens, là, les Français s'en rendent compte ». Et qu'on avait échappé, entre guillemets, au pire, selon l'idée de l'Élysée, le Rassemblement national. Donc, pour Emmanuel Macron, c'était plutôt une bonne soirée. Le lendemain, le lundi 8 juillet, en fin de matinée, Gabriel Attal remet sa démission au président de la République. Que lui répond ce dernier ? Alors Gabriel Attal l'avait annoncé dès dimanche soir qu'il allait remettre, c'est l'usage qui veut ça, sa démission. Emmanuel Macron l'a refusé et donc a demandé à Gabriel Attal de continuer à rester au gouvernement. Il faut savoir que dès ce mardi, Emmanuel Macron s'envole pour Washington, pour le sommet de l'OTAN. Et donc, si on avait eu une absence de Premier ministre et un président à l'étranger, c'était aussi compliqué. Il faut quand même quelqu'un qui tienne la boutique, si je puis dire, et pas uniquement l'administration. Il faut, en cas d'attentat, en cas de grosse décision à prendre, qu'il y ait quand même quelqu'un aux manettes. Marion Mourgue, on se retrouve donc dans une configuration encore plus complexe qu'au lendemain des législatives de 2022. Il n'y a toujours aucune majorité absolue, mais cette fois-ci, aucun bloc ne s'en approche, ils sont au coude à coude. Que peut faire le chef de l'État dans cette situation ? Alors déjà, tenir compte de ce que les Français ont dit. Très clairement, ils ont refusé qu'un des partis ait la majorité absolue. Ensuite, ils lui ont demandé qu'il y ait une nouvelle majorité. Il va falloir savoir désormais laquelle peut se mettre en place, et ça, on le saura à partir de jeudi, puisque les députés ont jusqu'à jeudi 18h pour se rattacher à des groupes. C'est-à-dire que
On saura ceux qui réclament d'être au Parti socialiste, ceux qui sont plutôt avec les insoumis, ceux qui pourraient constituer un autre groupe avec les députés communistes. Ça permettra d'avoir un rapport des forces plus précis par rapport à l'élection de dimanche soir. Et ensuite, si jamais dans les prochains jours il n'y a pas eu de choix de Premier ministre, le choix du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale le 18 juillet permettra aussi d'y voir un peu plus clair dans la composition des majorités. Tous les responsables des partis du nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête lors de ce scrutin, tentent désormais de s'accorder sur un nom à proposer pour le poste de Premier ministre. Mais avec moins de 200 sièges, est-ce que la gauche peut gouverner sans faire de nouvelles alliances ? C'est très compliqué puisqu'en effet elle n'a pas la majorité. Il lui sera difficile d'appliquer son programme puisque le nouveau Front populaire, s'il propose une réforme, se verra assez vite sanctionné par une motion de censure. La gauche s'est réunie dans la nuit de dimanche à lundi pendant 2 heures. Elle a d'autres rendez-vous pour essayer justement à la fois de choisir un programme qui tienne la route dans ce cas de majorité très relative et puis un nom de Premier ministre. Donc on va voir l'état des discussions, ça ne fait que commencer. Marion Mourgue, Emmanuel Macron avait convoqué de nouvelles élections législatives au soir des européennes, le 9 juin, on s'en souvient, pour clarifier la vie politique. Est-ce que c'est réussi ? C'est clarifié, mais sûrement pas à la manière de ce que souhaitait Emmanuel Macron. Déjà parce que sa succession arrive bien avant ce qu'on imaginait, c'est-à-dire bien avant la prochaine présidentielle de 2027. Ensuite, parce que le pouvoir est désormais davantage à l'Assemblée nationale qu'à l'Élysée. C'est de l'Assemblée nationale que se constituera la majorité, et donc le président de la République n'a plus tous les leviers pour décider. Merci à Marion Mourgue, Valérie Acco et Quentin Laurent pour suivre minute par minute l'actualité politique après ces législatives. Rendez-vous sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez nos épisodes, parlez-en autour de vous, laissez-nous des petites étoiles ou des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et tous les mercredis, Le Sacre, les confessions d'un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique.